dernière fois, donc, nous avons vu qu'il existait 7 qualités pour faire des mesures et que toute entité physique peut être vue comme une combinaison de ces 7 qualités. Aujourd'hui, on va introduire deux choses, ce qu'on appelle les constantes universelles de la nature. Ce sont des constantes qui sont données par la nature. Alors, on ne sait pas pourquoi elles sont comme ça, on les mesure. Ce sont des constantes qui résultent de 400 années, 4 siècles de mesures. On est arrivé à trouver ces constantes. Et aussi de ce qu'on appelle les facteurs d'échec. Alors, là j'ai pris une petite roue pour vous montrer, donc, on rappelle les 7 qualités: la masse, la longueur, le temps, la quantité d'électricité, la température, la quantité de matière et la quantité de lumière. Bon, ça c'est ce qu'on a vu dans la dernière vidéo. Ce qu'on va rajouter, c'est très important, c'est qu'il y a du vide aussi. Il n'y a pas que de la matière dans l'univers. Ça c'est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi il y a du vide? Parce qu'en fait, si on prend toutes les lois du XIXe siècle, le vide ne devrait pas exister. Or, le vide existe. Et puis, j'ai mis ici autour ce qu'on appelle les constantes universelles. Donc, à la masse, on va associer la constante de gravitation universelle de Newton, puisque c'est la loi suivant laquelle deux masses s'attirent, comme le produit des masses est en raison de l'inverse du carré de distance, c'est-à-dire que la masse a cette caractéristique, c'est qu'elle s'attire les unes avec les autres. Pour le pôle longueur, on va prendre comme constante universelle la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, à peu près 300 000 km par seconde. Pour l'unité de temps, donc, qui est la seconde, on va prendre la constante de Planck, donc, qui est une constante qui a la dimension d'une action, c'est-à-dire d'une aire balayée par unité de temps. Pour la quantité d'électricité, on va prendre donc ce qu'on appelle la charge électrique élémentaire, c'est-à-dire qu'on va découvrir que l'électricité est donnée par petits morceaux. On peut avoir une unité d'électricité, 2 unités d'électricité, mais pas 1,5 unité. On dit que l'électricité est quantifiée. Pour la température, on prend une constante qui s'appelle la constante de Boltzmann, qui a la dimension d'une entropie. On peut voir ça comme un quantum d'entropie ou un quantum d'information, puisque on verra qu'il y a une correspondance entre l'entropie et l'information. Pour la quantité de matière, donc la mole, là la constante s'appelle le nombre d'Avogadro, la constante d'Avogadro. C'est un nombre gigantesque qui vaut à peu près 6 10 puissance 23 mol moins 1. Ce nombre gigantesque, il est vraiment très grand, quoi. On a beaucoup de mal à s'imaginer ce que c'est que le nombre d'Avogadro. Et la meilleure image que j'ai trouvée pour essayer de comprendre l'énormité de ce nombre, c'est que si vous levez les yeux au ciel et que vous comptez le nombre d'étoiles visibles dans tout l'univers, et en prenant aussi des télescopes, on compte, il y a à peu près 10 puissance 24 étoiles dans l'univers. Et quand je vais vous dire que dans une mole d'eau, c'est-à-dire 18 grammes, il y a le nombre d'Avogadro de molécules, c'est-à-dire que dans 18 grammes d'eau, vous avez autant de molécules d'eau que d'étoiles visibles dans l'univers. Vous voyez que c'est un nombre vraiment gigantesque. Alors ce nombre fait couler beaucoup d'encre, parce que c'est lui qui fait que beaucoup de gens ne croient pas à l'homéopathie, parce qu'il y a cette barrière d'Avogadro, dont vous entendrez peut-être parler. Et puis le dernier nombre, c'est une constante qui fait intervenir l'œil humain. Alors ça c'est amusant, parce que toutes les autres constantes sont indépendantes du fait qu'il y ait des êtres humains dans l'univers. Mais par contre, la 7e constante, c'est le facteur de conversion entre l'énergie lumineuse qui rentre dans mon œil et la sensation d'éclairage que j'ai. Ça s'appelle donc la constante de luminosité qui symbolise la candela. Alors, si vous regardez un peu les valeurs de ces chiffres, vous allez comprendre qu'on a un petit problème. C'est que le nombre d'Avogadro, c'est 10 puissance 24, la constante de Planck, c'est 10 moins 34, on a des puissances négatives de 10, et c'est pas très commode. Donc on a ce qu'on appelle des facteurs multiplicatifs. C'est-à-dire, par exemple, on prend les mètres,
et puis on leur met un préfixe, donc ça peut être kilomètre. Kilo veut dire 1000, donc c'est une convention, quand vous dites kilomètre, vous dites 1000 mètres. Si vous dites kilogramme, ça veut dire 1000 grammes. Donc chaque fois que vous avez le mot kilo, vous avez un facteur 1000 multiplicatif. Et puis ensuite, on a toute une nomenclature qu'il faut connaître, parce que ça évite de se trimballer des puissances de 10. Donc on a des pétamètres, des hexamètres, des hectomètres, on a tous ces préfixes multiplicatifs qui sont normalisés et qui sont utilisés là. Alors pour vous montrer comment fonctionnent ces préfixes multiplicatifs, je vais prendre ma molécule d'eau, puisqu'on s'intéresse à l'eau dans ce programme, et on va se demander quelle est la taille de cet objet. Parce que c'est la caractéristique du physicien. Voilà, il a un objet, il va mesurer. Alors, on mesure, et puis là c'est facile parce que c'est un objet macroscopique. C'est un objet macroscopique, donc avec une règle, je peux le mesurer. J'ai juste un petit souci, c'est que je vous ai dit que dans 18 grammes d'eau, donc vous prenez votre balance, vous pesez 18 grammes, vous avez autant de molécules d'eau que d'étoiles dans l'univers visible. C'est-à-dire que si 10 puissance 24 molécules pèsent 18 grammes, vous imaginez ce que pèse une molécule. Une masse toute petite, c'est en fait de l'ordre de 10-27 kg. Donc, ça c'est une première chose. Une molécule a une masse extraordinairement faible. C'est pour ça qu'on a l'habitude de multiplier par la constante d'Avogadro pour récupérer des chiffres manipulables. D'où l'intérêt de la notion de mol. Ensuite, comment on peut calculer la taille qu'on a ça? Mais c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, vous connaissez le nombre d'Avogadro et vous connaissez la densité de l'eau. L'eau, c'est à peu près 1 gramme par centimètre cube. Donc, sachant que 18 grammes d'eau contiennent 10 puissance 24 molécules, et que ça correspond à un volume de 1 cm3, un petit raisonnement simple va vous permettre de trouver quelle est la taille. Alors, je vous donnerai une petite formule pour ceux que ça intéresse, comment on passe directement de la densité à la taille des molécules. Là, je ne vais pas on fera ça dans une autre vidéo, où à la fin de cette vidéo, ce sera un petit encart en plus. Donc, je vais juste vous donner le résultat. Ça fait 0,3 nanomètres. 0,3 nanomètres. Si vous prenez le petit tableau qui est ici, nano c'est 10-9, donc ça veut dire 0,3 milliardième de mètre. Donc vous voyez, une molécule d'eau c'est tout petit, extrêmement petit. C'est une des molécules les plus petites, c'est parmi les molécules les plus petites qu'on connaisse. Il y a plus petit, hein. Si vous dissociez l'eau en hydrogène et en oxygène pour faire la molécule d'hydrogène, celle-là, elle est encore plus petite. Mais bon, c'est parmi les plus petites molécules d'eau, et c'est aussi la molécule qui est la plus cohésive. C'est-à-dire que malgré sa petitesse, elle est capable de développer une énergie de cohésion fantastique par rapport à sa taille. Voilà donc un exemple pour vous montrer qu'on peut très bien quantifier la taille d'une molécule d'eau. Le chiffre est important parce que 0,3 nanomètres, ça nous situe justement dans les domaines où il ne faut pas appliquer la physique classique, mais la physique quantique, pour comprendre les propriétés de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avant de s'intéresser aux propriétés physiques? Eh bien, c'est regarder ce qui se passe quand on regarde l'eau. J'ai déjà parlé de l'état vapeur. Les molécules donc se baladent comme ça, et de temps en temps elles se cognent, hein, mais ça rebondit comme des billes, comme au billard. Ça c'est la caractéristique de l'état vapeur, c'est que les objets ne se collent jamais les uns sur les autres. Pourquoi? Parce qu'il y a suffisamment d'agitation thermique pour que s'il y a des forces qui s'exercent, ces forces soient cassées. Si par contre vous baissez la température, il va y avoir des forces attractives, donc on peut les comprendre facilement avec les mains, hein. Il y a des choses qui s'attirent, et ça va donner, l'eau va changer de forme. C'est-à-dire là, vous voyez, elle a de blanc pour un rouge. Ça, c'est la caractéristique qu'on expliquera avec la physique quantique. Alors pour moi, je vais juste le poser. C'est que
quand elle se condense pour faire de l'eau liquide ou de la glace, on va retrouver non toujours bien sûr deux blancs et un rouge, mais on va retrouver aussi deux protubérances violettes qui symbolisent comment se place la densité de charge négative sur l'oxygène. C'est-à-dire que ici, la physique quantique va nous apprendre que les hydrogènes sont positivement chargés, ce qu'on appelle le moment dipolaire de l'eau, et comme les hydrogènes sont positivement chargés, eh bien l'oxygène doit être négativement chargé puisqu'on a une électroneutralité. Il ne faut pas que la molécule soit chargée dans son ensemble. Et il se trouve que les charges négatives de l'oxygène se répartissent à 109 degrés les unes des autres, et aussi dans un plan qui est perpendiculaire au plan des atomes d'hydrogène qu'on représente par deux petits picots. Alors ces petits picots sont très importants parce que ça veut dire que si vous approchez une autre molécule d'eau, comme là vous avez un pôle négatif, ici vous avez un pôle positif, ben ça s'attire suivant les lois de l'électromagnétisme, et vous allez faire ce qu'on appelle le dimère d'eau. C'est-à-dire que les deux molécules, au lieu d'être comme ça, maintenant, quand elles bougent, toujours à l'état vapeur, ben elles bougent, elles sont soudées les unes avec les autres. C'est-à-dire que les deux molécules sont toujours ensemble. Alors évidemment, si on peut faire deux molécules, on peut en faire beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a deux blancs pour deux violets. Donc là, vous voyez ce que j'ai fait par exemple avec un ensemble, alors là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 molécules d'eau. Et vous voyez, je fais ce genre d'assemblage. Alors je pense que vous remarquez tous que c'est mobile. C'est-à-dire je n'ai aucun effort pour déformer cet assemblage. Ça se fait tout seul. Ça bouge, ça roule, ça se déforme. Et ça, c'est exactement la caractéristique de l'eau liquide. D'abord, elle a un volume qui est propre. Pourquoi? Parce que vous voyez que tout ça, ça tient. C'est pas du tout comme le gaz. Et puis ensuite, ça coule parce que les molécules autour de ces liaisons violettes peuvent très bien s'organiser et gigoter. Il y a une parfaite degré de liberté de rotation. C'est-à-dire que les molécules peuvent tourner sans problème. Par contre, évidemment, elles ne peuvent plus se translater indépendamment. Si elles se translatent, c'est tout qui doit se translater, et pas juste les autres. Alors ça, c'est ce qui se passe lorsque vous êtes typiquement entre 100 et 0 degrés. Si jamais vous essayez d'aller en dessous de 0 degrés, alors là, il va se passer un nouveau phénomène. On va toujours garder deux picots violets pour deux picots blancs, mais vous allez maintenant obtenir ce qu'on appelle un solide, c'est-à-dire quelque chose qui est rigide. Et là, vous voyez, plus moyen de faire de rotation. Là, si j'essaye de tourner, j'y arrive pas. Donc, le solide a un volume qui lui est propre, parce qu'il y a ces liaisons qui obligent les molécules à rester dans le volume. De plus, je n'ai plus de rotation. Je ne peux plus me tourner comme je le faisais dans le liquide. Dans le liquide, toute rotation était autorisée. Ce qui fait que ça se tortille comme un vrai serpent de mer, ou au liquide. Voilà. Alors, comment on peut traduire tout ça? On va dire que quand on est à l'état gazeux, les molécules peuvent tourner sur elles-mêmes. Et elles peuvent se translater indépendamment que l'une de l'autre. Donc, on va dire qu'elles ont une entropie qui est très élevée. En fait, c'est l'état d'entropie maximale. Quand vous êtes dans le liquide, on garde les mouvements de rotation, bien sûr, mais on n'a plus la liberté que chacune se déplace. Donc c'est ça qui va dire que l'entropie qui mesure l'état de mouvement va être plus basse. Et quand j'arrive dans la glace, là c'est encore une autre réduction de mouvement, je ne peux plus tourner. Par contre, je peux toujours vibrer. Alors ça, je ne peux pas vous le montrer, mais en fait, ça se comporte comme des petits ressorts, et il y a un mouvement de vibration qui reste à l'état solide, qui donne l'entropie des solides, qui est en général extrêmement basse, à cause de ces blocages de mouvement. Voilà, donc avec ça, on a introduit déjà pourquoi il y a trois états. Un état où on peut se translater et tourner, c'est les gaz. Un état où on a perdu la translation, c'est le liquide, on a gardé la rotation. Et un état où on n'a ni translation ni rotation, c'est l'état solide. Et avec une grandeur fondamentale qui est l'entropie
qu'on peut associer à chacun de ces états. Dernière chose, et on terminera là-dessus, on peut aussi trouver dans l'eau des molécules comme ça, c'est-à-dire que si je prends mon dimerlo, une fois qu'il est comme ça, il peut se réorganiser. Si je compte ici, j'ai 1, 2, 3, 4 boules blanches, 1, 2, 3, 4 picots violets. Plutôt que de les mettre comme ça, on peut les mettre comme ceci, c'est-à-dire 3 violets et un blanc, 3 blancs et un violet. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'ai gardé exactement la même chose. Sauf que là, j'ai fait ce qu'on appelle une dissociation hétérolytique. J'ai créé des ions OH- et des ions H3O+. Ça va donner la notion de pH. De même, quand je fais de l'hydrogène en cassant les liaisons entre les oxygènes et les hydrogènes, quand je fais de l'hydrogène et de l'oxygène, je fabrique donc un composé qui est réducteur d'hydrogène, un composé qui est oxydant d'oxygène, et ça va se traduire par la propriété de potentiel redox. Dernière chose importante, si je prends par exemple du sel de cuisine, voilà à quoi ça ressemble en termes d'atomes, c'est des sodiums en gris, les chlores sont en vert, on voit que chaque sodium est entouré de 6 chlores, et que chaque chlore est entouré de 6 sodiums pour former un gigantesque réseau comme ici. Si par contre j'amène de l'eau, eh bien l'eau est capable par ses picots violets de venir sortir le sodium, et par ces picots blancs de venir sortir le chlore. Et voilà ce qu'on obtient. Donc on obtient ce qu'on appelle des ions. Donc ici on a un chlore qui a été solvaté, un sodium qui a été solvaté par 6 molécules d'eau. C'est-à-dire qu'au lieu de voir la charge plus du sodium, on voit la charge plus des hydrogènes. Et ici, donc, c'est l'inverse. On a utilisé l'hydrogène pour solvater le chlorure. Et à ce moment-là, c'est les violets négatifs qui prédominent à l'extérieur. Et ça, c'est une des propriétés de l'eau qui est assez magique. C'est que dès qu'il y a de l'eau, il peut y avoir des charges électriques, des ions. Parce que si vous n'avez pas d'eau, si vous retirez l'eau, que font les ions? Ils se réassocient comme ça. Vous pouvez faire l'expérience dans votre cuisine. Prenez de l'eau salée et vous laissez simplement s'évaporer. Vous regarderez qu'il restera, quand il n'y aura plus d'eau, vous aurez des petits cubes qui représentent cet état-là, c'est-à-dire que les ions se recombinent et à ce moment-là, on n'a plus d'ions. Donc l'eau a cet intérêt, c'est qu'elle crée des ions par sa structure chimique et ces ions peuvent être utilisés après, comme on le verra, par les cellules pour créer des différences de potentiel ou créer des courants électriques. Qui fait que la vie, c'est bien sûr de l'eau, de la matière, mais c'est aussi des rayonnements électromagnétiques. Voilà, on va arrêter là pour cette vidéo.